Et bien, sans plus attendre, nous lançons cette première table ronde. Dernière table ronde, pardon, qui est consacrée au territoire. Nous avons beaucoup parlé des personnes hier, et aujourd'hui nous allons parler de société, et plus globalement, nous pourrions également parler de territoire, tant la notion de dangerosité peut concerner cette dernière thématique. Alors pour les juristes, de manière générale, la Réunion est souvent présentée comme un laboratoire. C'est vrai sur le terrain institutionnel, on éprouve ici des politiques de réorganisation des administrations, des politiques publiques. C'est vrai sur le terrain des droits des personnes. On a parfois en matière d'accès des personnes handicapées, par exemple à l'emploi, des dispositifs très particuliers qui peuvent exister à la Réunion parce que les acteurs sont très proches et peuvent collaborer de façon extrêmement efficace. Et c'est également très vrai lorsqu'on réfléchit sur la notion de dangerosité, c'est également très vrai compte tenu de la configuration de notre territoire, de notre île, qui est particulièrement exposée aux risques, aux aléas naturels. On parcourt le dossier départemental des risques majeurs de la Réunion, on constate qu'on recense ici 10 risques naturels sur les 11 qui peuvent être recensés. C'est-à-dire qu'on retrouve à la Réunion un risque cyclone et tempête, un risque mouvement de terrain, un risque inondation, un risque éruption volcanique, un risque feu de forêt, un risque séisme, un risque forte houle, un risque marée, tempête, tsunami. Donc, tout ça n'est pas forcément très rassurant pour les touristes qui souhaitent profiter de notre soleil tropical, mais c'est un élément extrêmement saisissant qui permet de comprendre finalement pourquoi, quand on réfléchit à la dangerosité appliquée au territoire, eh bien, il est assez confortable de se situer à la Réunion. Alors cette situation exceptionnelle s'explique évidemment très facilement. Il suffit de regarder par la fenêtre de cet amphithéâtre, si on en a une en tout cas, pour observer la configuration de notre territoire très jeune, très abrupt, très montagneux et bien évidemment situé sous les tropiques et donc exposé à un certain nombre d'aléas climatiques. C'est donc l'endroit rêvé pour parler de droit public plutôt et de dangerosité du territoire. Alors d'emblée, il faut régler une question sémantique. Évidemment, l'exercice n'est pas original au terme de cette deuxième journée consacrée à cette notion, mais je me dois malgré tout de satisfaire cette exigence. Souvent, on utilise risque et dangerosité de manière, en les considérant comme des synonymes. On observe parfois que ce sont des notions qui se recouvrent au moins partiellement, parfois on les confond. Je tiens à dire que pour moi, risque et dangerosité sont des notions fondamentalement différentes qu'il faut distinguer l'une de l'autre. Alors je ne suis pas le seul à penser cela, évidemment. Robert Castel, avant moi, et de manière particulièrement fine, avait déjà distingué dangerosité et risque. En évoquant la dangerosité, il parlait finalement d'une qualité immanente d'un sujet ou d'un objet. Finalement, il s'agit de dire que quelque chose est ou n'est pas dangereux, et combiner ce fait d'être ou de ne pas être dangereux avec la probabilité pour que le danger se réalise véritablement. Et à l'inverse, il considère le risque comme quelque chose de beaucoup plus objectif, qui n'est pas forcément inhérent à un sujet en particulier ou à un objet en particulier, et il considère le risque comme la mise en relation de données abstraites ou de facteurs qui rendent plus ou moins probable l'avènement ou la réalisation de l'aléa redouté. La Commission européenne aussi s'est aventurée sur le terrain de la définition du risque et considère que pour qu'il y ait risque, il faut réunir deux éléments. D'abord, la probabilité que survienne un élément dangereux, et ensuite la sévérité des conséquences de l'intervention de cet élément dangereux. Pour ma part, je considère que la dangerosité serait le degré d'importance d'un danger, c'est-à-dire l'ampleur du dommage susceptible de se produire, et le risque serait le résultat finalement de la combinaison entre cette dangerosité, donc l'ampleur du dommage susceptible d'intervenir, et la probabilité de réalisation de ce dommage pour une population donnée. C'est-à-dire qu'il y a risque dès lors qu'on considère une population donnée, et en ce sens on se rapproche un peu de la définition classique du risque qu'on retrouve en matière d'aménagement du territoire. On considère que le risque est la combinaison d'un aléa et d'enjeux. L'aléa, c'est un événement climatique. Les enjeux, ce sont les activités humaines qui seraient exposées à cet événement climatique. Et donc le risque serait, en quelque sorte, le risque de dommage lié à l'existence de cet aléa.
et la probabilité d'exposition au danger. Pour limiter le risque, il suffit donc, entre guillemets, eh bien, soit de diminuer la dangerosité d'une situation, soit de diminuer la probabilité d'exposition de la population à cette situation, soit les deux. Et donc on comprend que dans cette situation, l'individu peut bien sûr avoir sa propre responsabilité. Il n'a pas besoin nécessairement de l'intervention des pouvoirs publics pour savoir comment se protéger du risque. Une politique publique de gestion des risques n'est pas forcément indispensable. D'ailleurs, quand on regarde ce qui s'est passé, ce qui se passe chez certaines populations qui sont habituées au risque du tsunami, eh bien, on constate que les populations qui vivent avec cette probabilité au quotidien depuis des générations, eh bien, sont mieux protégées des tsunamis que les populations qui résident depuis peu sur ces territoires et pour lesquelles les politiques publiques mises en œuvre ne sont pas suffisantes. Donc le bon sens, ou en tout cas la tradition, d'autres modalités de protection peuvent être mises en œuvre. Alors une telle approche évidemment n'est pas tenable dans notre société, d'abord parce qu'aujourd'hui l'État, la puissance publique, s'investit très largement pour organiser la répartition de la population sur le territoire, donc elle emporte la responsabilité. On n'habite pas où on veut, on habite là où on dit qu'il est possible de construire. Et puis, il faut bien prendre en compte également le fait que cette vie en société suppose une intervention de l'État pour garantir les dommages éventuellement liés à ces aléas. Alors, finalement, lorsqu'on envisage la notion de dangerosité appliquée au territoire, on constate que les pouvoirs publics mettent en œuvre des politiques assez riches pour essayer de protéger les populations de cette dangerosité. Elles s'adaptent à un certain nombre de règles qui relèvent d'une véritable culture du risque. Et quand on évoque ces règles, on fait référence finalement à quelque chose de très classique pour un juriste en droit public, c'est-à-dire le pouvoir de police. L'administration a pour raison d'exister, ou en tout cas pour finalité de garantir la sécurité des personnes. C'est un objectif qu'elle doit poursuivre, et cela passe par la notion de normes, et de normes qui vont nécessairement limiter les droits et libertés fondamentaux. On ne peut pas organiser un fonctionnement harmonieux de la société en garantissant la liberté à tous. Il est nécessaire de limiter la liberté des uns et des autres, les droits des uns et des autres, pour garantir ce vivre ensemble et pour permettre d'assurer notamment une sécurité. Donc de ce point de vue, on constate que la dangerosité, finalement, va avoir une double fonction en matière de droits et libertés fondamentaux. D'abord, la dangerosité va va conduire à limiter les droits et libertés fondamentaux dans certaines hypothèses, mais il arrive également, à l'inverse, que la dangerosité puisse contribuer à favoriser la reconnaissance et la garantie de certains droits et libertés fondamentaux. Alors je vous livre un propos qui sera évidemment relativement concis, et je vous invite à consulter lorsqu'elle sera publiée ma contribution pour avoir une vision beaucoup plus détaillée de ce qui va suivre. Alors d'abord, la dangerosité du territoire, facteur de limitation des droits et libertés fondamentaux. Dès lors qu'on prend en compte la dangerosité d'un territoire et qu'on cherche à y répondre, les pouvoirs publics, en tout cas lorsqu'ils cherchent à répondre à cette problématique, vont mettre en place des mesures de protection des populations qui vont prendre des formes diverses et qui vont avoir des niveaux d'intensité différents en termes d'atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Alors des formes diverses d'abord, des formes relativement classiques qu'on connaît tous mais qu'il convient de rappeler, pour atténuer la dangerosité d'un territoire, pour diminuer le risque d'exposition de la population à certains dangers, eh bien on va avoir recours d'abord à une planification. Il existe une multitude de schéma départemental de prévention des risques naturels, plan de prévention des risques naturels prévisibles, ou encore schéma pouvant être de gestion des eaux pluviales, pouvant être organisés dans le cadre de la GEMAPI. Autant de mécanismes de planification très traditionnels, très communs en droit public, et qui permettent à la puissance publique de dire à la population où se situe le danger, de manière à ce qu'elle puisse s'adapter. D'autres types de mesures peuvent également être prises. Ce sont des mesures de police plus circonstancielles, des mesures de police qui peuvent être anticipées. Je pense notamment à tous les plans ORSEC, organisation de la réponse de sécurité civile. Il s'agit dans cette hypothèse de prévoir finalement, avant que le danger n'apparaisse, toute une chaîne de mécanismes, de procédures à suivre pour assurer la meilleure protection de la population. L'idée, c'est d'éviter de
sous la pression de l'aléa, et on anticipe au maximum avec ces plans hors sec qui vont ensuite être déclinés avec des dispositions spécifiques opérationnelles pour chaque risque, cyclone, crue, feu de forêt, secours en montagne, etc., etc. Et volcan, on en parlera. Il existe également des mesures ponctuelles de chacun côté. Lorsqu'il y a une forte houle et que le maire de Saint-Leu interdit l'accès à la voie de eh bien c'est une mesure de police qui a vocation à préserver la population de cette dangerosité. Donc, des formes variables et une intensité variable. Parfois, le droit de propriété, par exemple, peut être mis en cause par la prise en compte de la dangerosité, notamment lorsque on va limiter les droits à construire. Vous êtes propriétaire d'un terrain situé en zone rouge, vous êtes propriétaire, mais vous ne pouvez pas construire. C'est là une atteinte très nette au droit de propriété. Il y a également des atteintes à la liberté du commerce et de l'industrie, lorsqu'un commerce ne peut pas ouvrir parce qu'il y a un danger naturel, et parfois des atteintes à la liberté de circulation. On les connaît tous à La Réunion, lorsque le préfet nous interdit de sortir de chez nous en cas d'alerte cyclonique. C'est une limitation de nos libertés, de notre liberté d'aller et venir. Donc, la dangerosité limite les droits et libertés, et à l'inverse, la dangerosité peut également contribuer à garantir un certain nombre de droits et libertés. D'abord, parce que lorsque les pouvoirs publics agissent pour assurer la sécurité des personnes, c'est finalement parce qu'ils ont une obligation à l'égard des citoyens. La première d'entre elles, c'est le respect du droit à la vie, dont on reparlera sans doute à l'occasion de l'évocation du risque requin. Ce droit à la vie a été retenu par la juridiction administrative pour justifier l'intervention des pouvoirs publics et la mise en place d'un mécanisme de restriction de l'accès à la mer pour protéger les individus. Donc l'État agit d'abord pour protéger la vie des individus et plus largement, c'est ce qui est vrai pour toutes les mesures de police, l'État agit pour garantir la sécurité des personnes et il pourrait exister un droit à la sécurité. Le juge l'a déjà dit, même s'il ne mobilise pas très souvent cette question, mais ce droit à la sécurité pourrait exister. Alors pourquoi le juge ne se mobilise pas sur ces questions? Parce que c'est toujours très compliqué de dire à l'État ce qu'il a à faire. Donc il existe un droit à la vie qu'on va protéger, mais le juge ne va pas aller jusqu'à dire à l'administration ce qu'elle doit faire pour protéger ce droit à la vie. Finalement, le juge, qu'est-ce qu'il va préférer faire? Il va préférer aller sur le terrain indemnitaire, et la notion de dangerosité va avoir un très fort intérêt sur le terrain de l'indemnisation. D'abord parce que lorsqu'une personne est victime d'une situation dangereuse, le juge va conclure parfois à la nécessité d'indemniser cette personne. C'est parfois automatique, notamment pour les ouvrages exceptionnellement dangereux, tels que la route du littoral, par exemple, pendant un moment. La route du littoral était un ouvrage exceptionnellement dangereux, et dès lors que vous preniez un caillou sur la figure, on considérait que vous n'aviez pas à établir la responsabilité de l'administration. Comme c'était très dangereux, on vous octroyait automatiquement l'indemnisation. Plus largement, lorsqu'on arrive à établir la faute de l'administration, la carence de l'administration, face à un danger, il est possible d'obtenir une indemnisation, sous réserve évidemment de ce que la victime ne soit pas elle-même fautive. Et là encore, le risque requin nous donne un exemple très clair. Le juge ayant rappelé la semaine dernière que, quand bien même vous pouvez rechercher la responsabilité de l'administration, dès lors que la victime était parfaitement consciente du risque pris lorsqu'elle allait à l'eau en dépit des interdictions, elle n'avait droit à aucune indemnisation. Et enfin, pour conclure, un dernier exemple de la manière dont la notion de dangerosité peut conduire à faciliter la protection des personnes et l'indemnisation en cas de privation de certains droits et libertés. Il existe des mécanismes d'expropriation qui peuvent être mis en œuvre pour protéger les personnes qui sont exposées à certains aléas, notamment les maisons qui sont situées en bord de mer. Alors l'expropriation est souvent considérée comme un mécanisme très attentatoire aux libertés, mais en l'espèce, dès lors qu'il s'agit de préserver la sécurité des personnes, on voit bien que cette expropriation préventive, pour éviter la réalisation d'un danger, d'un risque maximum, peut être considérée comme une forme de garantie. Je n'en dis pas plus. Ce propos finalement constitue une toile de fond qui pourra, j'imagine, être reprise par les différents intervenants. Je leur laisse donc la parole, à commencer par Olivier Dupéré, qui nous parlera du risque volcanique. Merci François, merci Cathy de m'avoir réquisitionné pour parler de volcan, mais c'est un petit peu le choix du sujet. Alors, je ne vais pas parler de risque volcanique de manière générale, mais plutôt d'un de ces aspects en particulier qui est l'accès public au site éruptif du Piton de la Fournaise
précise immédiatement, parce que les terminologies varient, que par risque, j'entends la notion de risque de manière assez opérationnelle. Le risque, c'est l'exposition de certains enjeux à certains aléas ici volcaniques. Et j'insiste sur un point, c'est que quand on définit le risque comme ça, on pose immédiatement la question des rapports qui se nouent entre le politique, l'administratif d'un côté et le scientifique de l'autre. Pourquoi? Eh bien, le scientifique technique de l'autre. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le politique, l'administratif qui est responsable des enjeux, les biens, les personnes. Et ce sont essentiellement les scientifiques, les techniciens qui vont intervenir pour définir, caractériser, quantifier, qualifier l'aléa et surveiller les phénomènes. Donc il y a cette dimension d'articulation de pouvoir et science qui est essentielle dans la matière et qui, dans notre domaine, se traduit par la question des rapports entre essentiellement la préfecture et l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. Alors, cette précision étant donnée, alors, quel est le cadre juridique pertinent? Alors, le cadre juridique pertinent, donc il s'agit de la question de savoir si on peut accéder à des sites éruptifs, c'est celui de la libre pratique des sports et loisirs de nature. C'est celui de la libre pratique des sports et loisirs de nature. Alors, c'est une liberté qui n'est pas vraiment juridique, qui n'est pas vraiment visible, je dirais, d'un point de vue juridique, pour plein de tas de raisons. Parce que les milieux naturels sont extrêmement variés, parce que les activités qu'on peut y mener sont extrêmement variées, parce que dans la réglementation de cette activité interviennent essentiellement, notamment, des fédérations sportives qui ont une vision très technique de la réglementation de ces activités, bref, je passe. En revanche, cette liberté, on la voit apparaître à travers un filtre, qui est celui du contentieux de la responsabilité. À travers un filtre qui est celui du contentieux de la responsabilité, parce que très souvent, autant le pratiquant veut bien prendre le risque, tant que tout va bien, autant le pratiquant estime que la charge de risque est insupportable une fois que tout bien intervenu. Et donc, le juge est amené à connaître un contentieux, alors j'insiste, protéiforme. Il n'y a aucun arrêt véritablement qui ressemble à un autre. Mais de ce contentieux de la responsabilité, s'il analyse, il en ressort quelques idées forces sur les contours de cette liberté, cette libre pratique des sports et loisirs de nature. Première idée, lorsque certains aléas sont inhérents à un milieu naturel, eh bien, c'est le pratiquant qui crée le risque à son encontre lorsqu'il choisit d'aller pratiquer son activité favorite dans ce milieu. Voilà. Parce que, bien, ce choix de pratiquer son activité dans ce milieu a pour effet immédiat de l'exposer au risque. Le risque n'existe pas dans cette hypothèse-là de manière générale, objective. Il existe parce qu'une personne choisit de s'engager dans ce milieu par nature aléatoire. Évidemment, en cas de survenance de risque, dans cette logique, le risque est mis à la charge du pratiquant, y compris dans ses éventuelles concrétisations mortelles. Mais cette charge du risque qui pèse sur le pratiquant, elle est conditionnée. Elle n'est pas non plus générale et absolue, elle est conditionnée. Il faut que le pratiquant soit averti, du fait qu'il s'expose volontairement à un risque en faisant le choix de pratiquer son activité. Et puisque ça, il faut qu'il soit averti d'une certaine manière, qui va permettre de dire ensuite, qui permet de dire que le pratiquant, eh bien, est en mesure de définir et de s'appliquer des stratégies d'évitement a priori efficaces. Voilà. Y compris lorsque la stratégie d'évitement consiste à faire le choix de ne pas du tout s'engager dans le milieu naturel. Voilà, donc ça, ce sont les principaux contours de cette liberté. La norme ici, c'est que l'avertissement du pratiquant, eh bien, suffit. Alors l'avertissement du pratiquant, ça peut se faire par voie d'information, de signalisation. On tient compte également de son expérience dans la pratique et dans la fréquentation du milieu. Un avertissement suffisant du pratiquant fait présumer qu'il est en mesure de définir et de s'appliquer des stratégies d'évitement a priori raisonnables. Ça, c'est la normalité. Il y a une exception. Qu'on voit bien apparaître dans le cas de la crise Requer, c'est que lorsqu'il existe un risque mortel, donc il faut que le risque soit qualifié de mortel, et que ce risque est exceptionnel, eh bien, on parle
Il y a eu 11 attaques de requins, 5 mortels dans différentes circonstances. Et cette statistique a suffi pour faire qualifier le risque mortel d'exceptionnel. Et dans cette hypothèse-là, la charge du risque ne peut pas peser raisonnablement sur le pratiquant. C'est au pouvoir public de le prendre en charge et de définir les mesures adéquates. Et notamment ces mesures extrêmes dans lesquelles consistent des interdictions générales et absolues, plus ou moins absolues, d'accès au milieu et par exemple l'interdiction de pratiquer la baignade ou certaines activités nautiques dans le cas du risque requin. Donc voilà grosso modo les grandes lignes de force de cette responsabilité qui se décline suivant 1000 couleurs toujours changeantes en fonction de la nature des caractéristiques du contentieux. Alors j'insiste sur une chose, on voit cette liberté apparaître surtout à travers le filtre du contentieux de la responsabilité, mais évidemment les contours de cette liberté ont une portée beaucoup plus générale et on peut s'en servir sur deux terrains, sur le terrain de la légalité, parce que ça veut dire que ce n'est qu'exceptionnellement qu'une autorité publique peut interdire de manière générale et absolue l'accès au milieu ou la pratique de certaines activités dans ce milieu. La norme, c'est la liberté du pratiquant et c'est sa responsabilité. Voilà. Et également, autre terrain d'application de ces principes peuvent également servir sur le terrain de la conception des politiques publiques. Par exemple, en termes de politique publique, lorsqu'on a un risque mortel exceptionnel, on va se poser la question de savoir comment faire redescendre le niveau de risque à un niveau de risque normal. On va également, par exemple, dans le cas du risque requin, mettre, dans le cas de risque mortel, pas forcément requin d'ailleurs, éventuellement mettre à la charge des pouvoirs publics une obligation de réduction de ce risque. Une obligation de réduction de ce risque de manière à optimiser les conditions dans lesquelles les pratiquants peuvent exercer leur liberté. Donc voilà pour le cadre juridique pertinent lorsqu'il s'agit de savoir si on peut accéder, si le public peut accéder au site éruptif du piton de la fournaise. Alors justement, piton de la fournaise. Cette question, elle a, par rapport à la manière dont cette liberté est généralement appliquée, mise en œuvre, cette question, elle a une énorme particularité qu'on ne retrouve que très rarement à l'échelle mondiale. Ici, le loisir de nature dont il est question, c'est un loisir qui consiste à aller voir se réaliser en aléa. Voilà. C'est assez particulier comme manière d'exercer cette liberté. Et deuxième particularité, c'est que l'aléa en question, il présente une durée de réalisation qui peut être particulièrement longue. C'est pas l'aléa, un cyclone, ça dure quelques heures, on va dire quelques 10-20 heures maximum. Après ça passe un éboulement, ça dure 3 secondes, c'est fini. Une éruption, ça peut durer plusieurs jours, plusieurs mois, et pour certaines d'entre elles, ailleurs essentiellement, plusieurs années. Alors, la question c'est comment approcher juridiquement cette particularité. Voilà, une libre pratique des sports et loisirs de nature, mais ici, dans un contexte où le loisir consiste à aller voir de près un aléa se réaliser, qui est un aléa qui peut durer. Alors, juridiquement, la situation est assez, je dirais, l'appréciation de cette situation est assez contrainte. Si on a une éruption dans un plan, on n'a certainement pas de circonstances exceptionnelles. Certainement pas de circonstances exceptionnelles. C'est ce que le tribunal administratif de la Réunion a dit implicitement mais nécessairement en affaire Bosquet du 15 février 2007. Pour qu'il y ait circonstances exceptionnelles, il faut vraiment qu'on ait une éruption qui se situerait hors enclos et qui menace immédiatement plusieurs centaines d'habitations. Exemple, milliers d'habitations. Je renvoie ici à l'arrêt du Conseil d'État du 18 mai 1983 par exemple. Autre élément de cadrage, on a certainement une situation d'urgence lorsque l'Observatoire détecte les signes d'une éruption imminente. Voilà, une urgence qui justifie bien l'évacuation de l'enclos, c'est-à-dire la soustraction massive des enjeux à l'aéro. Mais en cours d'éruption, on n'a pas d'urgence particulière, il n'y a pas de circonstances exceptionnelles, donc ce sont bien les principes classiques
du droit de la police administrative qui s'applique, c'est-à-dire qu'une interdiction doit être justifiée par la nature et par les caractères des circonstances. Voilà. Et c'est cette démarche qui a présidé, je dirais, aux grandes orientations du plan Orsec sur cette question, puisque page 37 du plan Orsec actuel, à titre d'orientation, il est prévu la possibilité non seulement de rouvrir l'enclos en contradiction, mais aussi d'aménager le sentier éventuellement un promontoire sur le site, faire à proximité immédiate du site éruptif, après évaluation de la situation par tous les services concernés. C'est ce qui est marqué dans le plan Orsec. Pourtant, depuis 2014, ce qui est prévu dans le plan Orsec à ce titre n'a jamais été mis en œuvre. Jamais été mise en œuvre. L'interdiction d'accès à l'enclos est demeurée systématique. Elle est demeurée systématique. Et pourquoi? On peut se poser la question. Pourquoi ce qui était systématique alors, c'est-à-dire une intervention du pouvoir public pour permettre au public d'accéder au site éruptif, pourquoi cette situation aujourd'hui n'est-elle plus mise en œuvre? Alors, ce n'est pas une question de moyens. C'est pas une question de moyens. Pour vous donner un ordre d'idée, pensez à l'imposant dispositif de sécurité, à l'imposant PC de sécurité qui est mis en place au bas de Bellecour, qui est type de Floc-Foc à chaque éruption. Il y a des moyens, ils sont là, la preuve, on les mobilise. Quand on regarde le projet mobilisant les accompagnateurs de moyenne montagne, vous savez, ce projet il consiste à permettre l'accès au site éruptif moyennant le louage de services d'accompagnateurs de moyenne montagne. On peut se dire que c'est l'expérience et l'équipement du public qui, de manière générale, serait jugé insuffisant pour accéder au site éruptif, et donc la préfecture, dans cette logique, on souhaiterait permettre à un public effectivement expérimenté et équipé du fait du louage de services à l'accompagnateur d'accéder au site éruptif. Je ne suis pas très convaincu par cette façon de voir. Pourquoi? Parce que c'est peut-être pertinent pour les sites éruptifs les plus éloignés du bas de Bellecour. Ça l'est un petit peu moins pour les sites éruptifs qui sont à portée immédiate du bas de Bellecour. Et donc la question que je me pose, c'est la question de savoir si, en fin de compte, la seule raison ne serait pas la peur des autorités publiques de se retrouver placées en garde à vue au premier accident. Au premier accident, le préfet ou l'homme de ses subordonnés peut très bien être placé en garde à vue, parce qu'en cas d'accident, on peut mobiliser, je pense, le contrôle de Romain Hollard, l'accusé d'homicide par imprudence, l'accusé de mise en danger de la vie d'autrui et de blessure intentionnelle, dans des conditions qui sont quand même assez difficiles à réunir. C'est une question que je me pose parce que personnellement, je n'en vois pas d'autres. Mais en conclusion, je voudrais juste souligner une chose. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, les dernières éruptions ont montré qu'on a probablement atteint un point de limite dans cette approche. Pourquoi? Juillet 2017, juillet 2019, éruption de 2-3 km du bas de Bellecour, on se retrouve avec 500-600 personnes dans un coup à proximité du site éruptif, alors qu'il y a une interdiction d'accès. La dernière éruption, il y a quelques semaines, alors que l'accès à l'enclos est interdit, on se retrouve à voir plusieurs dizaines de personnes crapahutées le long des coulées de 2007, qui sont particulièrement dangereuses lorsqu'on ne les connaît pas, et pour aller s'approcher d'un site éruptif qui était particulièrement alors, c'est un point limite, parce que dans les deux cas, les autorités n'ont pas fait grand-chose, et c'est un euphémisme, pour rappeler et faire appliquer l'interdiction d'accès à l'enclos. Et c'est problématique. L'autorité de police administrative, vous savez, tous les étudiants de l'ESA annoncent l'obligation de prendre des mesures normatives, mais elles auront aussi derrière l'obligation de les faire appliquer. Effectivement, par divers moyens, et notamment par des moyens opérationnels. Et donc, actuellement, la situation, c'est qu'en cas d'accident, on pourrait très bien reprocher à l'autorité de police compétente, alors ça peut être
l'accès était interdit de manière justifiée. Mais tout le contentieux des accidents de nature, à l'origine, a des origines plus ou moins gonflées. Je vous le disais en introduction, pratiquant fait bien la charge du risque lorsque tout va bien, mais lorsque tout tourne mal, bien, c'est effectivement une autre affaire. Merci de votre attention. Merci d'avoir été ici. Merci Olivier pour t'être efforcé d'être le plus concis possible et pour rappeler en effet que ce contentieux est en effet un contentieux de personnes qui ont vite fait de se retourner vers l'État quand ça va mal, alors que tout le monde est conscient du risque et qu'on leur a rappelé, mais en dépit de cela, elles n'hésitent pas à aller devant le juge pour essayer d'être indemnisées. Alors, les bases juridiques finalement de la compréhension de la dangerosité, de la manière dont les droits ont été posés par Olivier et moi-même, enseignant en droit public, le temps est sans doute venu, avant d'avoir un regard d'économiste peut-être plus prospectif pour savoir ce qu'on peut faire pour l'avenir, pour mieux gérer le risque, mieux l'appréhender. Peut-être avoir justement le regard de ces administrations. Alors, ont-elles peur ou non d'intervenir? Quelles sont leurs marges de manœuvre? Ont-elles les moyens de le faire? Est-ce qu'elles ont la volonté de le faire, etc., etc. Je ne sais pas si les personnes ici présentes pourront y répondre, mais en tout cas, nous vont se succéder deux interventions beaucoup plus pratiques de personnes qui sont sur le terrain, confrontées à des risques naturels de grande ampleur. Je passe donc d'abord la parole à Franck Lustenberger de la DEAL Réunion qui représente aujourd'hui M. Morin, qui peut être présent. Merci, et je vous prie d'excuser effectivement Jean-Michel Morin qui reçoit actuellement le délégué interministériel au risque majeur à l'outre-mer. Vous voyez, plein dans l'actualité. Donc personnellement, je travaille à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui est un service déconcentré du ministère de la Transition écologique et solidaire, et je suis responsable du service prévention des risques naturels et routiers. Et peut-être que le maître mot dans mon intervention, ce sera la partie prévention. Alors, je ne suis pas du tout juriste, je n'aurai pas des jurisprudences à vous citer dans mon propos. Par contre, ce que je peux faire, c'est témoigner sur la façon dont on travaille sur ces sujets-là au quotidien et au travers des missions que je porte dans le cadre du service. Je vais revenir peut-être sur les propos introductifs qui ont été faits. C'est important parce que, effectivement, souvent, on a besoin de clarifier la sémantique pour partager et bien faire comprendre en fait sur quoi on travaille. Nous, très clairement, la notion de risque, et vous l'avez dit, on a deux entrées pour évaluer les risques, c'est l'aléa et l'enjeu. Peut-être j'ai cru comprendre au travers de votre notion de danger, on avait un peu la notion d'aléa, on trouvait la notion d'enjeu. Donc toute notre construction en fait de politique de prévention des risques va s'attacher à déconstruire cette notion de risque pour pouvoir l'évaluer, j'en reviendrai dessus, et ensuite bâtir des outils en termes de politique publique. Pourquoi? Parce que, in fine, et ça a été dit dans les deux interventions précédentes, on peut avoir parfois des mesures qui s'apparentent à de la privation de liberté, donc qui sont confiscatoires, sur la propriété publique, la propriété privée par exemple. Et donc, comme effectivement ce sont des fondements dans notre culture et dans notre droit, en France en particulier, on ne peut aller vers ces mesures confiscatoires ou privatives de liberté que dans un cadre extrêmement limité. Et donc vous allez voir, j'essaie de le faire de façon synthétique. Pourquoi? C'est des choses qui n'apparaissent qu'en dernier mot, en fait, dans la façon dont on intervient. Donc la notion de risque, très clairement, quand on intervient sur un risque, que ce soit un risque cyclonique, inondation, mouvement de terrain, un volcan, etc., tout ce qui concerne la Réunion, on va déconstruire systématiquement, d'une part, la notion d'aléa et d'autre part, la notion d'enjeu. La notion d'aléa, il faut vraiment retenir que c'est l'événement physique, géographique, qui intervient indépendamment de la présence humaine. Une inondation, un cyclone, un vent fort, une chute de bloc, qu'il y ait ou pas une maison, qu'il y ait ou pas une route. Donc là, on est vraiment dans une approche technique et scientifique. On est typiquement dans ce qu'on appelle en sciences politiques, dans une politique moderniste, c'est-à-dire qu'on prend appui sur des sciences, en l'occurrence on est sur des sciences dures entre guillemets, sur de l'hydrologie, de l'hydrométrie, de la modélisation, de l'hydrogéomorphologie en termes d'inondation, de la logométrie quand on va être sur des chutes de blocs. Donc vous voyez, tout ça c'est quelque chose d'extrêmement technique, mais qui est fondamental parce que quand on a une politique qui peut découler derrière de la privation de liberté ou qui peut être confiscatoire, il faut bien comprendre que c'est pas le fait du prince, c'est pas quelque chose qui est à l'appréciation individuelle, et donc toute la construction de la politique publique vise à prendre
Donc ça, c'est la partie aléa, et c'est vraiment ce qui va être fondateur dans notre construction de notre politique publique. La partie enjeu, elle est peut-être simple à appréhender, je pense, c'est de savoir est-ce qu'on a des enjeux d'exposition des personnes, est-ce qu'on a des habitations, est-ce qu'on a des activités économiques, est-ce qu'on a des industries, des infrastructures routières, est-ce qu'on a de l'agriculture, de l'élevage ou des productions végétales type de la production de canne, parce qu'en fonction, vous comprenez bien que on ne va pas découler, actionner les mêmes outils réglementaires ou de politique publique en matière de protection et de prévention en fonction des enjeux qui sont concernés. Donc une fois qu'on a construit, nous, qu'on a déconstruit, évalué notre aléa et qu'on estime avoir une connaissance fine et aussi proche possible de la réalité des enjeux, le croisement de l'aléa et l'enjeu, c'est tout simplement la notion de risque. J'ai souvent entendu de dire, dans une rivière, au milieu d'une rivière qui coule, l'aléa il est très fort, vous êtes sûr d'avoir de l'eau, le risque il est nul parce qu'il n'y a pas d'enjeu, personne n'habite au milieu d'une rivière, presque. Du coup, une fois qu'on a ce croisement entre aléa et enjeu, on arrive à évaluer la notion de risque, qui est faible, moyen ou fort, en fonction pour un aléa donné. Et à partir de là, on déroule les outils réglementaires, incitatifs, de prévention qu'on peut avoir. La première mesure et le premier palier qu'on va avoir en termes de politique publique sur les risques naturels, le maître mot, c'est la prévention. C'est-à-dire que là, avant même d'aller parler de protection en dur par des aménagements, voire d'évacuation de personnes, le risque le mieux géré, c'est celui qu'on arrive à prévenir. Prévenir derrière, c'est-à-dire réduire l'exposition des biens et surtout des personnes face au risque. Donc derrière, on va parler de mesures plutôt non structurelles. Je vais citer deux exemples qui sont, je pense, faciles à comprendre. Le premier exemple que vous connaissez bien, c'est celui qu'on peut avoir en termes d'aménagement du territoire lorsqu'on construit des plans de prévention des risques naturels, par exemple sur les inondations, les mouvements de terrain. On cartographie notre connaissance du risque. On arrive à dire, ben voilà, sur le secteur de Saint-Denis, on est capable de dire que la rivière Saint-Denis ou la rivière des Puits peut déborder à tel niveau avec telle fréquence. On croise avec nos enjeux et en fonction, on dit, ben là manifestement, sur cette bande-là, le risque est trop élevé par rapport à ce qu'on est capable d'assumer en termes d'exposition par rapport aux personnes. Et donc, on dit, attention, sur ce secteur-là, il n'est plus possible de créer de nouvelles habitations et de construire. C'est typiquement je pense que tout le monde a entendu parler des zones rouges dans les plans de prévention des risques. Donc là, vraiment, on a une intervention très active et qui est, je trouve, très puissante en matière d'aménagement du territoire et la façon dont on peut insuffler et rentrer en fait dans l'occupation de l'espace, et ça c'est fondamental. Un deuxième autre exemple en matière de mesures préventives non structurelles, ça va être tout ce qui va concerner la question de l'alerte et de l'information préventive. Alors dans ce vocable-là, il y a beaucoup de choses qui sont réunies. La formation préventive, vous avez parlé effectivement. Quand on prend un sentier, qu'on a des panneaux d'information qui expliquent qu'on est potentiellement soumis à des mouvements de terrain, des chutes de blocs, des glissements, voire une éruption volcanique. On traverse une rivière et donc on peut être emporté par une inondation, par un lâcher de barrage EDF. Et puis l'alerte, c'est typiquement, par exemple récemment, on a inauguré un dispositif d'alerte de crue sur la rivière Sainte-Suzanne. Donc là, c'est en l'occurrence une sirène et un gyrophare qui s'actionne quand on mesure l'arrivée d'un pic de crue dans la rivière, pour qu'on puisse avoir une évacuation des gens qui fréquentent la rivière une dizaine de minutes avant l'arrivée du pic de crue. Donc là, vraiment, on est sur des mesures non structurelles. Donc l'idée, c'est de dire, avant même que la personne soit exposée, justement, on fait en sorte de réduire autant que possible l'exposition des personnes au risque. Et puis après, on a un deuxième, et juste pour finir sur la partie non structurelle, c'est vraiment fondamental dans nos politiques de prévention, parce que c'est celles, je ne dirais pas que c'est celles qui sont les plus efficaces, parce que les autres aussi sont efficaces, c'est peut-être celles qui sont peut-être le moins coûteuses et les plus sûres en termes de protection et de réduction de l'exposition des personnes au risque. Le deuxième niveau, type d'intervention qu'on va avoir en termes de politique publique de prévention des risques, c'est plutôt les mesures structurelles, et là on va plutôt parler de protection, vraiment de mesures de protection. Je vais vous prendre deux exemples assez concrets autant que possible. Typiquement, on a souvent d'ailleurs le réflexe, on travaille avec les collectivités, une question de dérouler des travaux de protection. Pour ceux qui fréquentent actuellement le secteur Saline-Hermitage à Saint-Paul, ça ne vous aura pas échappé qu'il y a des travaux d'envergure liés au PAPI Saline-Hermitage. Le PAPI, c'est un programme d'action de prévention des inondations. Là, typiquement, on est sur un programme de construction d'ouvrages en dur,
vocation à orienter l'eau, à la contenir et à orienter son exutoire vers les secteurs où on n'a pas d'exposition de la population et en tout cas pour lequel, comme on fait le bilan général de l'opération d'aménagement, on a un bilan qui est positif, c'est-à-dire qu'on va effectivement mettre en protection une grande partie de la population qui est sans aménagement, qui serait sans aménagement exposée au risque. Donc là c'est vraiment, souvent d'ailleurs dans les années 70, 80, 90, on a eu une grande politique, en particulier à La Réunion, on a eu des schémas d'aménagement, d'envergure sur l'aménagement des digues et des rivières. Tous les environnements qu'on connaît à Saint-Denis, par exemple, le secteur de la ravine du Butor, par exemple, voilà, date de cette période, on est après les grands cyclones et les grands événements majeurs type Hyacinthe, il y a eu une prise de conscience sur le fait qu'on était sur une île avec un foncier réduit et qu'il fallait trouver quelque chose pour, lorsqu'on ne pouvait pas éviter d'habiter sur ces secteurs exposés, en tout cas mettre en protection la population à travers des aménagements en dur en l'occurrence. Voilà, ça c'est un premier exemple. Et puis le deuxième exemple de mesure structurelle, pour ne pas dire radicale, je vais prendre l'exemple des évacuations. Alors des évacuations de personnes, ça veut dire derrière l'acquisition de biens, de maisons qui sont exposées à un risque, inondation, chute de blocs. Je peux prendre par exemple le travail qu'on réalise actuellement sur le secteur du village de la Passerelle dans les Hauts-de-Saint-Joseph, donc avec des blocs qui sont à la cour de l'école en 2014 et 2016. On a des situations similaires sur différents îlets de Salazie avec des glissements de grande ampleur où on a caractérisé un risque manifeste de mouvement de terrain avec un glissement de grande ampleur sur ces terrains-là. On a des maisons qui se fissurent, qui sont susceptibles d'être emportées en fait, dans les ravines. Donc là, à un moment donné, nous, puissance publique, État, on intervient pour, effectivement, une fois qu'on a caractérisé l'aléa, une fois qu'on a fait le bilan et de dire attention, là manifestement on est sur quelque chose, on ne peut pas être dans la prévention sur quelque chose parce qu'on a des habitations qui existent déjà, donc c'est pas un maire qui va régler le sujet. On n'est pas sur des travaux de protection qui peuvent être efficaces, voire efficients, mais je reviendrai sur la notion économique derrière, qui serait opportun de ce niveau-là. Et donc il reste in fine l'outil le plus radical et pour le plus confiscatoire, pour reprendre l'idée qu'on développe ici, qui est l'acquisition du bien, soit l'acquisition amiable, voire, en certains cas, lorsque les populations ne sont pas favorables à avoir une acquisition de leurs biens, à une expropriation, parce qu'effectivement, l'État, à un moment donné et à un certain niveau de risque donné, estime que le risque est beaucoup trop important à laisser effectivement la population dans cet espace-là. J'ai dit que je revenais sur la partie économique. Il faut savoir que sur ces aspects travaux ou expropriation, on regarde systématiquement, pour le faire court, on fait une analyse coût-bénéfice. Et là c'est très très important, c'est-à-dire qu'on va regarder au niveau de risque donné, à la connaissance de l'aléa que nous avons établi, combien coûterait finalement une mise en protection de la population, poser des filets sur la route du littoral par exemple. Poser des fascines pour bloquer un glissement de terrain. On évalue ce coût-là et on regarde le coût en termes d'efficacité par rapport aux dommages qu'on évite. Alors quand on parle de dommages évités, c'est une maison détruite, je ne parle même pas de biens identifiables, la perte des photos de famille, le dérangement, etc. Mais tout ce qui peut être évité en coût global sur ce que le dommage engendrerait pour les habitations. Donc on regarde systématiquement, on fait une pondération de ces deux évaluations, et lorsqu'effectivement le coût devient beaucoup trop important au regard de ce qu'on protège, qu'on évite, à ce moment-là, effectivement, on fait le choix d'aller vers une acquisition ou une expropriation. Le point sur lequel je voulais assister, et je vais conclure là-dessus, on a deux piliers dans notre politique de prévention des risques qui permettent de justifier en fait, cet aspect confiscatoire et privation de liberté. On assiste énormément dans les présentations, les explications qu'on fait sur nos politiques, sur l'aspect
de concertation qui est extrêmement encadré par la réglementation. Je pense notamment à toutes les réunions publiques qu'on fait dans le cadre des enquêtes publiques. Je peux vous dire qu'à la DEAL Réunion, on est particulièrement sensible sur ces aspects-là. Et on va bien au-delà de ce que nous impose strictement le Code de l'environnement en termes d'enquête publique. On multiplie, on démultiplie les réunions de préparation et d'information auprès du public pour expliquer pourquoi on arrive à ce constat, qu'est-ce que ça veut dire d'être en zone rouge du PPR, qu'est-ce que ça veut dire d'être exposé à un risque, pour que la population ait la compréhension autant que possible du phénomène qui l'impacte et pourquoi ça peut amener parfois à être confiscatoire ou amener à une privation de liberté de circulation, de l'activité sur le site. Voilà ce que je pouvais dire en quelques minutes. Merci beaucoup pour ces propos très, très éclairants. Soit on diminue la dangerosité du milieu, on canalise les crues, on procède à des chutes de pierres volontaires pour limiter finalement la dangerosité de l'environnement, soit on limite la probabilité d'exposition de la population au danger, on la fait sortir de l'eau, ou parfois on l'empêche même d'aller à l'eau. On a là finalement à chaque fois les mêmes problématiques avec l'enjeu financier que vous avez évoqué et qui, je pense, est également un des éléments à prendre en compte dans le cadre de la gestion de la problématique requin à La Réunion. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à Willy Kett du Centre sécurité requin pour quelques minutes. Alors, je peux charger la projection du PowerPoint et je laisse la parole. Très bien. Bonjour, merci. Je me présente, je suis Willy Kett, je suis le directeur du Centre sécurité requin depuis peu, c'est-à-dire le 15 septembre 2019. Donc aujourd'hui, vous parlez d'une problématique toute nouvelle sur le territoire de requin. Donc je vais vous présenter quand même de façon générale ce qui s'est passé, comment on le voit dans le temps, cette problématique, et puis essayer de le coller à la problématique du droit, qui est la thématique d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le risque requin, il a commencé par une crise, pour nous c'est en 2011, donc l'idée c'était on pouvait aller directement sur le dernier, voilà, sur le théâtre international. Donc voilà, donc on a fait une frise, donc qui vous permet donc de voir à peu près comment est vécu la problématique requin depuis 1990 jusqu'à 2020. Donc 2011 en réalité, donc on a une situation où des attaques, en réalité deux attaques très importantes, mortelles qui se passent donc sur les zones avec des enjeux qui sont la côte ouest et le sud-ouest. Et donc, à partir de ce moment-là, on parle de crise requin. Avant, années 70, on développe la zone balnéaire dans l'ouest, début du surf. Années 90, on a quand même 16 interactions, donc 11 attaques mortelles, mais ce sont des zones qui ne sont pas en jeu touristique. C'est plutôt l'est. Et donc, on a quand même 11 attaques mortelles. Et ça reste que des faits, un risque qui était accepté, fait d'actualité, fait divers, beaucoup plus sociologique. Pareil, de 2000 à 2010, on a 10 interactions et une attaque mortelle. Donc depuis 2011, on est aujourd'hui sur une cadence d'avoir 22 interactions, donc 30 interactions et 11 attaques mortelles. Alors si on compare 2011-2019, on est à peu près sur 9 ans. On a donc 30 interactions, donc 11 mortelles, c'est pas pour faire une comparaison par rapport aux décès, mais pour vous dire le changement complètement des comportements des gens par rapport à cette problématique. Et entre 90 et 2000, on a donc les 11 attaques mortelles qui se font, mais sur des zones qui ne sont pas arrangées. Donc le centre a été créé en avril 2016 par une jeune association, loi 1901, donc pour trouver des solutions à cette problématique du risque, puisque nous n'avons aucune donnée sur la problématique du risque requin, surtout sur deux spécimens qui nous posent des difficultés, sur les 30 requins qui existent à La Réunion, ce sont donc le requin bulldog et le requin tigre. Ce sont les deux espèces qu'on appelle les espèces ciblées. Donc techniquement, on a donc créé cette association, mais avant de créer cette association, pour pouvoir éviter donc le risque dont parlait M. Dupéré est exceptionnel. En 2013, on prend un arrêté préfectoral qui interdit, premier arrêté préfectoral qui est pris pour 2 mois, qui interdit les activités nautiques et la baignade en premier lieu. Ensuite, on reprend un arrêté préfectoral pour 4 mois, de nouveau, donc on part pour 4 mois. Et ensuite, on le prend tous les 6 mois jusqu'en 2018.
qui change en réalité dans cette arrêté, donc c'est la partie zone d'expérimentation. Je vous ferai un petit point là-dessus, c'est une nouveauté. Donc les collectivités ont à la charge. Le préfet interdit de rentrer dans l'eau et il permet au fur et à mesure d'avancer pour pouvoir permettre aux gens d'entrer dans un dispositif particulier. Donc, juste pour vous présenter ce qu'on fait rapidement également, le risque éolien, nous avons défini 7 stratégies pour pouvoir donc réduire le risque. Donc, sur ces 7 stratégies sont portées par le centre. Il y a la régulation, c'est-à-dire un dispositif de pêche. Nous pêchons 24 heures sur 24 et 12 heures sur 24 tous les jours quand les conditions météo le permettent, sur un dispositif particulier qui prélève des requins bouledogues et tigres. Donc, actuellement, depuis 2016, nous portons ce dispositif. Nous pêchons surtout dans la baie de Saint-Paul et au niveau des oblicoles, puisque ce sont les nurseries concernant ces 2 espèces. Nous avons des dispositifs d'exclusion, donc on travaille sur les filets de baignade, les filets d'activité nautique, des dispositifs de répulsion, la détection, la surveillance, la prévention et la connaissance. Donc ce sont les 7 axes de travail du Centre de sécurité requin. Et il nous manque un, c'est la partie juridique, puisque aujourd'hui nous n'avons aucun élément sur cette base-là. On peut aujourd'hui exposer nos problématiques et échanger avec vous. Votre expertise nous permettrait aussi d'avancer sur cette partie-là. Donc on met cette stratégie, et juste pour vous informer, aujourd'hui, depuis 2016, on porte le dispositif, nous avons prélevé 132 espèces ciblées, le bouledogue et le tigre. Merci. Et nous avons surtout un dispositif où nous relâchons automatiquement les captures de poissons qui ne sont pas, ce qu'on appelle des prises accessoires. Nous avons, si nous prenons du bouledogue ou du tigre, nous prélevons, nous faisons des études scientifiques portées par l'Université de La Réunion. M. Jacqueline nous accompagne sur cette partie-là. Donc, les autres prises accessoires, d'autres espèces, nous devons les relâcher. Et le relâcher, on est à 85%, voire 25% de relâche d'espèces vivantes. Et c'est pas simplement empêcher. Il faut juste cibler ce qui nous pose problème aujourd'hui. On ne peut pas tout enlever. Donc, vous voyez, ça fait à peu près 60 millions. Donc aujourd'hui, le centre offre un outil de réduction du risque qui est la pêche. Et la pêche permanente. 7 bateaux se déploient de façon quotidienne autour de l'île et surtout sur la côte ouest et sud-ouest. Juste pour vous dire, pour nous, ce diagramme vous montre que techniquement, à partir du moment où vous avez les zones grisées où on avait de la pêche, les petites croix malheureusement, ce sont des attaques fatales ou non fatales. À partir du moment où on n'a plus de dispositif de pêche, ce qu'on fait aujourd'hui, nous avons eu donc des attaques qui ont eu lieu dans ces moments liés à des dispositifs qui n'ont pas pu être reconduits, des fautes de financement, etc. Donc l'idée générale, c'est de dire aujourd'hui, peut-être demain comme outil au juge, que nous avons un outil qui permet de dire dans le temps, dans l'espace, qui permet de réduire le risque. Donc c'est un outil déjà qui peut vous permettre peut-être de voir autrement cette interdiction totale de mettre le pied dans l'eau. Notre objectif, c'est de multiplier les outils de réduction du risque. Un seul outil ne peut pas, puisque de toute façon, chaque territoire, chaque spot de surf, chaque zone de baignade est particulière. Et on ne peut pas adapter un filet à Boucan-Canotte et le même filet au Roche-Noir ou au Pic du Diable à Saint-Pierre. M. Gaëtan Darceau me fera si je dis à Saint-Pierre, le Pic du Diable. Donc voilà. Donc l'idée générale, c'est celui-là. Donc se proposer ça. Alors, juste une carte qui montre l'effort que aujourd'hui le centre porte. Donc ce sont sur la carte de gauche-nord. Donc ce sont tous les déploiements d'hameçons et de dispositifs de pêche. On pêche un dispositif qui se trouve à peu près à 100 mètres de profondeur avec 50 hameçons. On lâche toutes les 2 heures, on va relever pour voir ce qu'il y a au bout. S'il y a un bouledogue ou un tigre, il est relevé. S'il y a une autre espèce, on le relâche. Et pour aller plus loin dans notre stratégie, pour ne pas dire qu'on est des menteurs, on filme tout ce qu'on fait pour pouvoir demain montrer aux gens qui veulent nous dire notre tracteur, vous êtes en train de tuer tous les poissons au niveau de. Donc on pêche, on a l'obligation, le pêcheur a l'obligation bien sûr on contrôle tout ça. Et après il y a un dispositif qui est unique au monde qui s'appelle la palanque verticale ou drumline. C'est un hameçon avec donc
très lourd, très coûteux, 788 000 €, juste pour l'information, qui comprend bien sûr la pêche, mais qui comprend aussi également tout ce qui est dissection, etc. Voilà. Donc c'était juste pour vous situer un peu le travail du centre, et on vient sur le côté un peu plus, donc, la problématique du droit. Donc j'ai mis les deux arrêtés, le premier arrêté de 2013 et le deuxième arrêté de 2013, toujours 2 mois et 4 mois après, pour vous dire qu'aujourd'hui cet arrêté a été complété par une nouvelle article, enfin depuis 2015, c'est qu'on dit que dans la bande des 300 mètres du littoral du département de la Réunion, s'exerce le pouvoir police spécial du maire, les activités suivantes, c'est-à-dire la baignade et le PMT, c'est-à-dire pas de masse du bas, les activités nautiques utilisant la force motrice des vagues, surf, bodyboard, body surf, longboard et paddleboard, sont interdites, sauf dans des espaces définis. Alors, les espaces définis sont le lagon. Pas un problème, puisque ce matin, on a pris 3 heures pour aller chasser encore un juvénile à Saint-Leu, et on a interdit la baignade. Donc, même dans le lagon, il y a une interdiction, à partir du moment où on voit un juvénile de 60 cm, parce que, voilà, à partir de ce moment-là, la pression monte, les gens nous appellent, on a vu un juvénile, donc il n'y a même pas besoin d'avoir l'arrêté préfectoral. Il suffit simplement d'un appel pour qu'il y ait une interdiction qui se fasse. Donc, voilà un peu la démarche, et on passe une demi-journée préparer son intervention pour sa volonté. Mais c'est pas grave. Donc, et ensuite, les espaces aménagés et surveillés hors lagon. Donc, en règle générale, c'est ce qu'on appelle les bassins de baignade. Il y en a 4 sur la Réunion. Un nouveau qui se trouve à Cancadot qui s'appelle la piscine. Il y en a un donc à Grand Bassin, à Contense, un autre à voilà. Et après à Saint-Philippe, c'est une piscine. Donc voilà, donc ce sont ça, mais bon, les collectivités ne se pressent pas pour faire ce genre d'espace. Et si on fait un espace aménagé, il doit être surveillé. Puisque à partir du moment où on met un espace, on met les gens dedans, ça coûte des MNS. MNS, le fonctionnement, etc. Et le nouveau joujou, la zone d'expérimentation opérationnelle, la zone X. Donc ce nouveau joujou dans lequel les activités ne pourront pas se pratiquer qu'en cas de conditions environnementales adoptées, à condition que soient mises en œuvre des mesures d'information explicites des usagers et que soient déployées des mesures de surveillance et d'alerte, ainsi que des équipements spéciaux de réduction du risque, l'ensemble devant être formalisé dans un protocole annexé à un arrêté municipal. C'est-à-dire on transfère la compétence, la qualité et le risque chez M. le maire. Donc voilà, donc tout ça est totalement nouveau, hein, donc, au fur et à mesure. Donc la seule zone existant, vous avez dû entendre parler, c'est ce qu'on appelle Vigiroquin renforcé, qui est porté par une association qui est la Ligue de Surf, qui se déploie pour certaines activités où il y a près de 25 personnes ou 30 personnes qui se déploient pour des périodes de surf qui sont très courtes, et donc qui est le dispositif. Donc c'est un dispositif très lourd. Donc les OPEX pour permettre aux collectivités demain de réouvrir les plages et la baignade, puisque c'est une activité nautique et baignade. Non, mais je pose les moyens financiers de vous parler de donc nous, on avait déjà un peu discuté avec M. Dupéret, on avait fait par son analyse. Donc, bien sûr, pour préserver le droit à la vie, le risque requin est jugé comme un risque mortel, exceptionnel, et qu'il n'y a pas d'alternative pour réduire le risque. Donc, le meilleur outil, c'est l'interdiction. Quand on n'a pas d'outil, on interdit, comme ça c'est plus facile, et puis on verra après. Et donc, se pose à nous aujourd'hui, au niveau du centre, les questions qu'on se pose, on n'a pas toutes les réponses, le risque devient acceptable à quel moment? C'est-à-dire, demain, le centre de sécurité requin pêche, regarde la Chorbitis Éclos, met un sonar, développe les EPI, et met ces différents outils à un moment donné, sur un temps donné, sur une zone donnée, et dit, écoutez, est-ce qu'aujourd'hui, les collectivités, le préfet est prêt à entendre ça et dire que pour entrer dans la condition où c'est une zone ex. On est dans une zone ex, une zone d'expérimentation très contraignante. On a la problématique que ce que doivent faire les collectivités, puisqu'aujourd'hui on dit que ce sont les collectivités dans la bande des 300 mètres qui sont responsables. Donc la police générale, la police administrative, donc c'est à elle de trouver des solutions avec le centre de sécurité requin,
pratiquement dans l'arrêté d'interdiction pour un ou deux culteurs. Et aujourd'hui aussi, on se pose la question de la validation par. On est en train de travailler sur un dispositif qui ont pour objectif de travailler sur des outils qui n'existent pas, qui ne fonctionnent pas pour nos workers blog. Donc nous devons tester, nous ne pas mettre aujourd'hui, on est en train de tester ce qu'on appelle des équipements, des produits, des équipements de protection individuelle. Certains ont peut-être entendu parler du Charlie, etc. Et donc ce dispositif fonctionne sur le plan européen blanc, mais on ne sait pas comment il fonctionne sur le plan blog, qui a des nombres de lois qui sont totalement différentes, on ne sait pas sa réaction. Et si les travaux du centre demain arrivent à dire oui, ça fonctionne et on réduit le risque potentiellement d'une attaque de 50% si vous mettez ce dispositif dans quelle mesure vous le mettez, vous devez nettoyer, etc. Aujourd'hui, le centre prendra le risque d'aller proposer à des gens un outil de réduction et quelle sera la responsabilité de risque du centre. Puisque malheureusement, il peut y avoir malgré on réduit le risque de 50% peut-être, mais il reste toujours 50% de risque. Et ces 50%, est-ce que c'est un risque acceptable ou pas? Voilà. Donc voilà un peu les questions qu'on se pose et ce que vous voulez vous présenter par rapport à la problématique que nous gérons et sur la partie, bien sûr, la pratique du droit et l'expertise du droit. Nous avons besoin bien sûr d'être, c'est pour ça qu'on a souhaité venir exposer et présenter sur. Merci à vous. Merci beaucoup. Les notes ont en effet l'occasion d'échanger sur des problématiques un peu concrètes et si on peut mettre en place des collaborations pour apporter des réponses utiles au territoire, et bien c'est avec plaisir. Et je pense que Madame Cathy Beaumard, la directrice du centre de recherche juridique, sera tout à fait ouverte à ce type de partenariat, dont nous avons dans nos effectifs des chercheurs passionnés de risques en tout genre, requins, volcans, etc. Personne à lui récupérer totalement. Sans plus attendre, je passe la parole pour un regard plus économique à David Nortes-Martinez qui nous présente les prémices d'une étude portant sur la dangerosité et les risques cyclones. Donc vous avez la parole et je vous propose de prendre ma place pour gérer le PowerPoint. Merci beaucoup. Je suis David Nortes-Martinez, j'ai ma substitution de Jean-François Rowe et de Fontaine. Je vais vous parler de cyclones et comment on approche l'analyse économique des catastrophes naturelles. Et notamment, on va parler de comment on approche les travaux en cours pour l'évaluation de la vulnérabilité et des dommages économiques dans le cadre de projet de Rénov' Risk Impact. Alors, en économie, on n'utilise pas la notion de dangerosité. En fait, il y a 15 autres travaux. Il y a 15 autres travaux qui parlent des territoires à dangerosité inhérente et qui, en tout cas, proposent prendre des risques traditionnellement associés à l'aléa et l'approcher comme un risque inhérent au territoire. Mais en tout cas, en économie, on reste toujours sur la notion de risque et pas sur la notion de dangerosité. Donc, pour commencer la présentation, laissez-moi montrer un peu de contextualiser la problématique. Ici, vous avez une figure qui résume l'activité cyclonique et les trajectoires des cyclones dans les bassins sud-est de l'océan Indien pour la période de 99-2016. Basiquement, ce
que moi, sur cette figure, ce sont 165 systèmes. Donc, on va dire qu'on a eu en moyenne des 10 éléments, 10 phénomènes par an. Et parmi eux, la moitié ont été des cyclones tropicaux. Dans cette image, ça ne s'apprécie pas trop. Dans cette image, c'est moi, désolé. Voilà. Dans cette image, on peut mieux apprécier comment les trajectoires ont frappé plutôt Madagascar que la Réunion. Jusqu'à maintenant, a été plus ou moins, comme on dit, a été plus ou moins épargné. Mais aujourd'hui, la communauté scientifique converge sur deux résultats qui permettent d'envisager un futur où la Réunion sera beaucoup plus concernée. D'un côté, le réchauffement climatique prévoit une augmentation de la température de la surface océane, ce qui va étendre les sons des cyclones. Les sons des cyclones, c'est fort. Donc, par conséquence, les cyclones vont naître dans un sens plus étendu, ce qui peut provoquer que les trajectoires bien plus au sud et la Réunion soit plus frappée directement par des cyclones. Et d'autre côté, on n'attend pas plus des cyclones, mais ceux qui aujourd'hui sont qualifiés de cyclones d'intensité extrême vont devenir encore plus extrêmes. Donc, nous sommes, de certaine façon, dans l'obligation de faire une évaluation desquels peuvent être les dégâts économiques potentiels de tous ces types de phénomènes, parce que très fréquemment sont à la base de développement de nouveaux politiques, de développement des mesures de réduction des risques et de développement des nouveaux cadres juridiques. Alors, les pertes associées à cet événement cyclonique sont multiples. Ils vont combiner différents dangers, différentes natures. On va avoir problèmes dus au vent, on va avoir des problèmes dus à la pluie, on va avoir des problèmes dus au cru et on va avoir des problèmes de glissement du terrain. Cette multidimensionnalité, cette espèce de phénomène multi-aléa, va aussi se mélanger avec l'approche qu'on utilise normalement pour faire ce type d'analyse de risque. En effet, selon les cadres proposés par les panneaux internationaux des changements climatiques, les analystes de risque, les analystes économiques de risque, devraient comprendre trois dimensions. On a la partie des aléas, on a dit déjà, c'est l'existence d'une probabilité qu'un certain événement se produise. Et on a aussi deux autres phénomènes, partie exposition, c'était déjà, parce qu'on en a parlé déjà sur cette table, mais la partie vulnérabilité. Intuitivement, nous on va la définir comment des sensibilités de ce qu'on est tout, un système, un objet, un actif économique, à subir des préjudices, à subir des dommages. Je remarque que j'ai dit intuitivement parce qu'aujourd'hui les concepts de vulnérabilité est objet de nombreuses définitions et il n'y a aucun consensus sur la scientifique et comment on doit définir la vulnérabilité. Donc on reste sur la partie intuitive, ce n'est pas là le débat. Lors des analyses économiques, il faut également tenir en compte qu'il existe des dégâts de différentes natures. Les classifications
simple que vous pouvez faire. Distinguer entre pertes directes, qui sont provoquées par la exposition, par les contacts directs avec l'air, et les pertes indirectes, donc intégrer des pertes non provoquées par les cyclones directement, mais par les conséquences de ces cyclones. Enfin, nous devons également ajouter le fait que les analyses économiques peuvent se faire à différents niveaux. Et dans chaque niveau, on va voir des différents objectifs. Nous, dans notre programme de recherche, ce qu'on fait, c'est intégrer autant que possible tous ces éléments. Et on propose une méthode que a dans son centre les concepts de vulnérabilité économique. Nous cherchons à savoir quelle est la susceptibilité des éléments à subir des dommages et aussi quels facteurs expliquent l'addexosité. Pour arriver à faire cette caractérisation, nous mettons en place une approche en 3 étapes. Une identification d'éléments ensemble à risque. Deuxième étape, une classification et évaluation de la valeur économique des éléments dans ces parcelles qui qualifient un risque. On fait ça à travers des informations d'origine diverses, on utilise l'information géographique, on utilise occupation des sols, on utilise des concentrations d'activité économique, plusieurs, on peut utiliser des entretiens, des poils, etc. On utilise plusieurs sources d'informations. Et une fois qu'on a une autre carte d'éléments à risque, une autre carte de valeur économique, on va estimer, on va identifier la susceptibilité de ces différents éléments, de chaque différent élément, aux différents aléas dans les parcelles qu'il est identifié. L'objectif, le résultat final, c'est produire des cartes de vulnérabilité multifactorielles. Une fois qu'on a ces cartes de vulnérabilité, une fois qu'on connaît la susceptibilité, la deuxième partie de l'étude qu'on est en train de faire cherchera à répondre comment augmenter les dommages en fonction de la puissance du phénomène. C'est-à-dire nous cherchons à estimer en fonction des dommages. Ce type de travail va être central, car une fois que cette fonction des dommages est estimée, elle peut être intégrée dans des analyses de risque ex ante. Donc, on peut mettre en avance, on peut évaluer ce qui va se passer selon les modèles de simulation physique. Oui. Tout simplement pour illustrer ce qui peut être en fonction des dommages. Vous l'avez ici sur la diapositive. Comme vous pouvez voir, ils ont des comportements non linéaires. Donc, une fois qu'on passe certains seuils, les dommages vont se multiplier. Dans la nature, ce que vous avez, c'est sur l'axe vertical, vous avez le pourcentage de bâtiments touchés, et sur l'axe horizontal, vous avez la vitesse de vent. À peu près, les seuils c'est situé à 170 km/h. Il n'y a pas vraiment de dommages, il n'y a pas vraiment de bâtiments touchés. Alors, dès le moment qu'on passe ces seuils, les dommages vont se multiplier, vont s'élever sur le monde. Et jusqu'à un moment que la destruction c'est totale et on aura plus de dommages. Cette fonction des dommages, à notre connaissance, n'existe pas pour l'avenir jusqu'à aujourd'hui. Voilà l'intérêt de réaliser ce type d'études. Alors, l'évaluation des effets à ce niveau des parcelles, des éléments non parcelles, etc., a par intérêt l'effet de pouvoir construire à partir
mesurer les effets macroéconomiques. Par rapport aux effets macroéconomiques des catastrophes naturelles et par rapport aux effets macroéconomiques des cyclones, la littérature aujourd'hui nous montre 4 hypothèses possibles. Soit une hypothèse très optimiste, qui c'est là appelée destruction créative, c'est-à-dire qu'on a un événement, on va détruire beaucoup d'éléments, on va souffrir des dommages, mais on va pouvoir profiter de la possibilité pour substituer tout le matériel endommagé. Donc les capitales sera plus efficace, etc. Et finalement, on va finir par avoir une croissance économique beaucoup plus grande qu'avant. On a aussi une hypothèse très négative qui dit que basiquement, si on est origine d'une catastrophe naturelle, on n'aura pas la possibilité de se récupérer. Et entre les deux, voilà, c'est là qu'on dit qu'on va perdre de croissance, mais après on va se récupérer, on va même être capable d'avoir plus d'activité économique, et l'autre c'est basiquement le retour à la normale. Alors, qu'est-ce que c'est plus proche à la réalité? La littérature a été dubitative pendant beaucoup de temps. Et dans les dernières décennies, grâce aux avancements des techniques et surtout des capacités de computation, on est capable d'analyser beaucoup plus de données, la capture de données c'est beaucoup plus systématique, etc. Donc on a été capable d'approcher des résultats empiriques qui nous disent que basiquement les effets d'un cyclone sur une économie sont négatifs. Donc on est plutôt sur l'hypothèse la plus négative, la plus pessimiste. Et en plus, cet effet peut être permanent. C'est qu'à nous, nous donne la place pour demander si dans des économies insulaires, comme au Madagascar, comme la Réunion, dans notre culture, on peut faire face à une trappe de pauvreté. C'est-à-dire qu'on va être frappé, on a beaucoup de dommages, donc on sort de notre chemin de croissance. Comme on n'est pas capable de la capacité pour se récupérer, les prochains cyclones vont être encore plus compliqués et donc on va être de plus en plus pauvre. C'est un espèce de cercle vicieux. Pour finir, on a résumé ici 5 messages clés pour prendre bien. Et c'était précisément dans son analyse des risques économiques, il faut prendre en compte 3 facteurs centraux. L'exposition et aussi la vulnérabilité, la susceptibilité, la sensibilité de l'utiliser à subir des dommages. Les changements climatiques et les stratégies de développement mises en place ont joué un rôle central aussi dans l'évolution de ces 3 facteurs. Oui, de ces 3 facteurs, derrière l'exposition et la vulnérabilité, l'aléa bien sûr aux questions de changement climatique, et ça échappe à notre contrôle. L'exposition et la vulnérabilité, pas nécessairement, mais sont très liées à l'existence de réglementation, l'existence de politiques publiques. Et les coûts, précisément, des cyclones associés aux cyclones sont très importants et peuvent réduire la croissance économique, ou même mettre dans des trappes. Donc, les stratégies d'adaptation à ce type de dommages doivent être orientées à les minimiser le plus possible. Et là, le rôle et la puissance publique, à travers leur choix politique,